Bonjour à toi chers spectateurs, fans d'aventures et de contes mystiques et bienvenue dans la vidéo d'un des films les plus attendus de l'année 2021 clairement, qui devait déjà être le film le plus attendu de l'année 2020 mais qui a été redécalé à de nombreuses reprises. Il s'agit du Dune de Denis Villeneuve, donc nouvelle adaptation du roman de Frank Herbert. Après bien des choses, dont une série télé, un film de David Lynch qui pour certains est culte, pour d'autres est conspué, mais en tout cas il y a cette nouvelle version de Denis Villeneuve. L'histoire, je vais la faire la plus simplement possible. La famille Atreides, qui vit sur la planète Caladan, se voit confier la planète Arrakis par l'Empire. Arrakis qui est la planète qui possède l'épice, qui est donc la denrée la plus précieuse de la galaxie, qui sert notamment pour les voyageurs à pouvoir aller d'une planète à une autre. Elle se voit donc confier cette planète et on va surtout suivre Paul, donc l'héritier de la famille Atreides, qui en débarquant sur cette planète va possiblement voir des visions qu'il a eues par le passé se réaliser. J'ai essayé de faire le plus synthétique possible parce que je n'ai pas envie de trop en dire. Tel un Paul Atreides, je suis donc entouré de mon Gurney Halleck et de mon Duncan Idaho. Voilà, à vous de deviner lequel est lequel. Mais en tout cas voilà, c'était important pour moi que les deux soient présents. Donc... Je pense que c'est évident. FX, mon grand fan de pop culture, donc forcément je devais t'inviter pour Dune. Ah, Dune. Et Hugo, fan de Denis Salut. Villeneuve invétéré, oui. qui devait forcément être oui. là. Comment allez-vous messieurs? Dune. Il va juste te dire Dune. 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 Non, mais... Après Metal Gear, ça va être Dune. Dune. Ah bah, c'était un grand moment, un grand rendez-vous de cinéma à la base qui est prévu depuis longtemps. Ah oui, ça c'est clair. Contexte. Dune. Voilà, c'est tout. Contexte. Non. Contexte plus global, donc Dune à la base c'est un roman de Frank Herbert qu'il a écrit dans les années 50 et 60, qui a donné lieu à une première trilogie suivie de 3 autres romans parlant de manière un petit peu plus éparse de tout ce qui se passe autour de la famille Atreides et de la planète Dune. C'est également un premier film réalisé par David Lynch dans les années 80 qui a eu du mal à convaincre et qui encore aujourd'hui a du mal à convaincre même s'il est devenu culte. C'est une série télé, mais c'est surtout un objet de pop culture qui fascine, une œuvre visionnaire qui a influencé bon nombre de longs métrages de science-fiction et tout simplement de fantastique au sein du cinéma. C'est une œuvre réputée par beaucoup comme inadaptable parce que trop vaste et trop détaillée. C'est un projet chaotique mais que Denis Villeneuve a repris suite à pas mal de succès et qu'il a donc commencé à mettre en place dès 2018 en annonçant le casting, en annonçant ses co-scénaristes, en annonçant l'équipe technique et ainsi de suite jusqu'à balancer une première bande-annonce qui a fait l'effet d'une bombe sur internet. Suite à cela, la hype n'a fait que monter, tout le monde avait envie de voir Dune, sauf que Dune a été décalé suite à une certaine pandémie, je n'ai pas besoin de rappeler ce que c'est, on le sait tous maintenant, et donc du coup le film sort maintenant en salle, avec clairement de très bons échos suite à sa projection à Deauville et à la Mostra de Venise. Contexte placé. Lequel veut commencer? Tiens, vas-y Hugo. Qu'as-tu pensé de Dune? Oh putain la vache. Il faisait très très chaud dans la salle. Et je pense que ça a rajouté un petit peu à l'ambiance planète, désert, sable et tout le bordel. Le film est génial. Enfin, voilà, comme tu disais en introduction, je suis un grand fan de Villeneuve. Donc quand j'ai vu Dune par Denis Villeneuve, j'ai fait ouais bon, je pense qu'il va être bien. On sait jamais, mais je pense qu'il va être bien. Et j'ai pas du tout été déçu. Le film est incroyable, vraiment, on le disait, c'est un 2001 en devenir, à voir s'il va devenir l'équivalent d'un 2001 l'Odyssée de l'espace, mais en tout cas, il a de quoi, parce que, ah ouais, c'est du début à la fin, j'étais scotché, vraiment, j'étais là, on est devant un grand film, et une réussite. Je ne sais pas si c'est une bonne adaptation, puisque je n'ai pas lu le livre. Voilà. FX. Bien, je pense que George Lucas a lu du Frank Herbert quand il a écrit l'épisode 4. Je pense qu'on peut le dire. Oui, je pense qu'on peut le dire. Et je pense que Denis Villeneuve est vraiment un génie du cinéma. Je pense qu'il a cette capacité à prendre effectivement un matériel qui est compliqué à adapter et qui en même temps a une aura. Et en impose, fait peur aussi, je pense. Quand tu dois travailler autour de Dune, tu fais ouf, j'ai pas vraiment droit à l'erreur. C'est quand même un rendez-vous assez intense, quoi, entre un talent et un univers. Et alors, moi je trouve qu'il y a un classicisme qui fait qu'il n'aura jamais l'aura d'un 2001 parce qu'il n'a pas. Oui, il est moins révolutionnaire. Il est pas révolutionnaire en termes de. C'est une invitation au voyage. Ouais, voilà. Moi, c'est l'invitation au voyage la plus probablement classique du monde. C'est un monomythe. C'est quasiment presque un monomythe
sous-section religion, tu vois, mais dans l'idée, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est littéralement ça, hein, d'une toute manière. Mais ça le fait bien, quoi. Ça fait ce que ça fait le fait bien. Effectivement, ça faisait longtemps que j'avais pas été dans une salle avec autant de monde. Effectivement, j'ai eu très chaud. Et si j'avais eu un recycleur d'eau avec ma transpiration, probablement que je l'aurais bu. Mais c'était vraiment une invitation au voyage, et j'ai voyagé avec Paul. Ouais. Je suis d'accord avec vous. J'ai trouvé le film vraiment imposant, majestueux par beaucoup d'aspects, certainement marquant parce qu'il réussit à capter vraiment l'essence du bouquin d'Herbert, chose que Lynch, bon, je vais très vaguement faire une comparaison avec le film de Lynch, même s'il n'y a pas vraiment de comparaison à faire. Lynch avait souhaité vraiment l'inclure dans son univers. Denis Villeneuve, là, se laisse emporter par l'univers d'Herbert et laisse son imagerie assez iconique qui était déjà présente dans Blade Runner 2049, dans Premier Contact, dans Prisoners, enfin bref, dans tous ces autres films. Il la laisse emporter par le récit d'Herbert. Et je trouve que du coup, ça fait qu'il y a vraiment une très belle coercition entre l'écriture et la mise en scène. Il y a toujours un petit défaut, mais on en parlera quand on évoquera la mise en scène, qui pour moi est vraiment problématique, mais que Denis Villeneuve parviendra peut-être à résoudre avec la suite. Mais j'espère qu'il parviendra à la résoudre parce que sinon ça peut être un vrai frein à l'immersion du spectateur au sein de l'univers de Dune. Mais en tout cas, là en tant que tel, ce premier film est une belle promesse. Une petite frustration, je pense, aussi pour quelques spectateurs, parce que mine de rien, je pense que personnellement, ayant lu le bouquin et étant encore en train de le terminer, le premier, je ne m'attendais pas à ce que le film se termine à ce moment-là. Je ne vous dirai pas quand c'est, mais voilà, ça se termine de manière un peu abrupte, mais on sent que c'est en même temps dans l'optique de vouloir maintenir le spectateur en haleine et d'avoir placé un univers. Pour moi, il me rappelle par beaucoup d'aspects ce qu'a voulu faire Kaamelott dernièrement d'Alexandre Astier, ce qu'avait voulu faire également Duncan Jones avec Warcraft, cette envie de vouloir placer un univers, de le mettre en place et de dire au spectateur, c'est une promesse, vous voyez ce que ça peut donner, maintenant il faut être en rendez-vous parce que sinon, clairement, ça n'aura pas lieu. Et je trouve cette promesse très intéressante, personnellement. Mais je l'ai pas trouvé si frustrant que ça. Alors on savait que c'était une partie 1 de film. Dès le début, c'est annoncé, c'est dit, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est pas trop évoqué, mais autant là sur l'affiche c'est marqué Dune, autant le film s'ouvre sur Dune Part 1. Voilà. Et pourtant je l'ai pas trouvé si frustrant que ça. Alors certes on attend une suite, mais non je sais pas, il est pas aussi frustrant. C'est pas, il y a de l'introduction, mais pas que. Et du coup je le trouvais, enfin, ça m'a pas forcément choqué. C'est pour ça d'ailleurs que je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça que ça me dérange pas qu'il soit pas révolutionnaire, parce que au lieu de se perdre en se disant comment vais-je l'adapter, vais-je trouver mon propre rythme pour raconter cette histoire, il s'est dit non, je vais l'adapter, quoi. Déjà on va l'adapter, je vais prendre une base solide, classique, presque rebutante si tu vas vraiment jusqu'au bout, parce que c'est si tu sais un peu comment s'écrit un récit, bah oui, on est sur de la base, mais c'est fait, en fait, c'est un objet, on va dire, c'est brut, ce serait gênant, mais c'est tellement bien ciselé, finement travaillé, que ça passe. Et en plus, c'est le monomythe. Je reviens là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment Paul Atreides. C'est important de le replacer, ouais. C'est vraiment le héros mille visages. C'est le héros aux mille visages. Mais il y a cette sauce Game of Thrones, cette sauce un peu Star Wars prélogie. D'ailleurs, genre maintenant que je repense, la prélogie avec ses histoires de commerce. Clairement, à l'époque, Lucas, il l'avait jamais caché que Herbert avait son fantôme qui était toujours présent sur la création de Star Wars. Il avait Herbert et Kurosawa d'un côté. Enfin, il s'en cachait, il s'en est jamais caché, le Lucas. Et pour moi, ça fait vraiment écho au fait que c'était un travail. Pour moi, il a pris la bonne décision, Villeneuve. C'est-à-dire qu'il s'est dit, j'ai vraiment un monument. Je vais jouer la sécurité, mais du coup, je vais me donner à fond dans ce que je sais faire à côté. Et ça donne un résultat. Des plus, je pense pas qu'en 2021 et même en 2020 avant, et reste à voir ce qu'il y a en 2022, mais je pense que notre grande fresque SF des années à venir, au sens noble du terme, pas seulement au sens blockbuster, ça serait bien que ça soit Dune. Ce sera Dune pour moi. Ouais. Si c'est pas Dune, je vois pas ce que ce sera. Ou alors il faut vraiment qu'il y ait autre chose qui sorte, Matrix peut-être, qui roule surtout et que tu te dis j'oublie tout, je veux la suite, mais là pour moi il a posé les bases d'une grande saga de science-fiction au cinéma, quoi. Et j'ai pas eu le ressenti tant que ça de blockbuster. Non. Ah non. Là où on pouvait reprocher le côté très Disney des derniers Star Wars. Oui, j'ai du mal des derniers Star Wars, alors je les ai adorés, je sais. Mais non, mais je suis d'accord. Là, j'ai pas trouvé ce côté-là. Non, là, clairement, c'est très différent. Au même titre que quand la Warner proposait Matrix au début des années 2000, là, ils nous proposent Dune.
Et Mais c'est le- pas un blockbuster. Ah non. L'auteur Même s'il est l'auteur vendu dépasse comme- le blockbuster. Eh ben, là, c'est clair. Mm. Ben, je vous propose qu'on en parle direct parce qu'on va pouvoir l'évoquer au travers de l'écriture. Donc, l'écriture adaptée du roman de Frank Herbert, c'est important de le rappeler. Écrit donc par John Spates, par Eric Roth et par Denis Villeneuve. Denis Villeneuve qui est rarement à l'écriture de ses films, c'est Mm. important de le préciser. Donc là, ça prouve qu'il a vraiment voulu s'investir et qu'il est quand même plutôt bien entouré. Eric Roth étant surtout connu pour Les Transistors de Benjamin Button et Forrest Gump. Raison d'État et d'autres Ça va. films, mais voilà, c'est un mec qui est plutôt habitué des grandes fresques. John Spates, c'est un peu plus compliqué, c'est le mec derrière Prometheus, derrière Passengers, c'est un mec qu'il faut guider correctement pour réussir à faire en sorte qu'il écrit des scénarios un peu intéressants. Et clairement, bon, je sais pas vous, du coup, vu que toi tu n'as pas lu le bouquin et toi FX, c'est des souvenirs un petit peu vagues. J'ai commencé vraiment, le début je le maîtrise et justement je trouve que c'est très respectueux du Ah bah matériel justement, d'origine. c'est ce que j'allais dire, en plus C'est, pour t'appuyer là-dessus, c'est hyper respectueux, mais surtout ça arrive à comprendre ce qu'il y a à mettre en relief sans avoir à trop surappuyer certains détails. Parce que c'était impératif de réussir là à comprendre comment adapter correctement le bouquin de Herbert sans se perdre dans le florilège de pensées évoquées par Jessica, par Paul, par Gurney, C'est- par tous les personnages qui parfois peuvent vraiment donner Il y a lieu à beaucoup un de espèce de concepts. méli-mélo. Il y a Et beaucoup c'est de ça. concepts non dits. En fait, déjà je trouve d'une chose, Frank Herbert, il a créé un univers, mais il l'a surtout introduit dès les premières pages de son livre de manière exemplaire. Ça devrait être un... Si tu veux écrire un bouquin un jour, il faut que tu comprennes comment Frank Herbert il a créé son univers, si tu veux être un bon créateur. Parce que effectivement, il y a plein de concepts, la voix, etc. Ce genre de choses. La voix avec un X, la voix avec un E. Il y a Oui. plein de choses qui ressortent et c'est diablement bien amené dans le livre. Et en fait, j'ai l'impression que les 50 premières pages du livre, pour faire très court, ça peut même aller plus loin, mais je vais me concentrer là-dessus. J'ai un événement en tête, on va pas le dire forcément, mais j'ai l'impression que le livre, c'est quasiment j'ai pas le terme, bref, c'est quasiment, ça aurait pu servir de base en fait pour Oui. la manière dont c'est écrit. J'ai vraiment le film l'adapte, mais surtout, c'est pas une adaptation bête, c'est que Ça cherche à transcender un peu en Ça- un bah, sens y a un- ce en fait, qu'a le- écrit Herbert. moi, c'est une de mes marottes, c'est comment on fait une bonne adaptation. Je sais pas encore exactement pourquoi, mais il l'a bien adapté. Hmm. C'est-à-dire qu'il a l'essence de Dune, mais il a amené ce qu'un bouquin ne peut pas amener, c'est-à-dire il a ancré une imagerie. Ah bah ça on pourra en parler ensuite au Oui. niveau de la mise en scène, mais c'est assez saisissant là-dessus. Hein. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin, ça, sincèrement, les premières minutes, j'ai eu un petit peu peur parce que On a un peu perdu au il début. commence à balancer des trucs, t'es là, wow, il y a même des mots qui sont utilisés qui sont pas censés être utilisés, comme tu disais, la voix et la voix. Enfin, voilà, il y a Je trouve des... que les concepts sont bien amenés. Et c'est bien amené, c'est expliqué, et du coup, même si t'as pas du tout abordé le bouquin, genre j'ai pas ouvert une page de Dune, et pourtant, je me suis retrouvé dans Tu l'univers. cernes quand même la base, Tu tu sais, arrives à la comprends, comprendre. tu comprends Cette les enjeux exposition, politiques, et Cette vraiment, exposition qui est faite sans que tu aies besoin de l'expliquer, elle est naturellement déroulée ça. devant toi et tu fais mais C'est ok, Denis d'accord, Villeneuve. Et je trouve que l'écriture, bah, tu vois, t'aurais dit Denis Villeneuve, moi j'aurais dit Eric Roth. Parce que Eric Roth, Mm. ça a toujours été un scénariste qui a été capable de parfaitement maîtriser ses personnages et surtout de les amener à eux être le centre finalement de la dramaturgie. Tu regardes Forrest Gump, tu regardes Raison d'État, tu regardes tous les films qu'il a un petit peu supervisé au niveau de l'écriture, il cherche toujours à faire en sorte que les personnages amènent les situations et que ce ne soient pas les situations qui posent les personnages. c'est pour Et ça ce que qui est le très repas, intéressant, c'est que je trouve ici que chaque personnage permet d'amener quelque chose. Mm. C'est pas la voix qui est jetée de manière abrupte Oui. à la gueule du spectateur, c'est Jessica qui demande à Paul de faire la voix. passe-moi l'eau. C'est Demande- ça, demande-moi c'est ça. l'eau, Et si c'est tu des la veux. trucs tout bêtes à chaque fois. Mais par exemple, sa rencontre avec la chef des Bene Gesserit, sa rencontre qu'elle a avec Paul, elle est très sobre. Mais dans le bouquin, elle part vraiment dans tous les sens. Et là, ils ont réussi à faire en sorte d'aller à l'essentiel. Oui, et de faire en et sorte que c'est ça exact- soit tout de suite la boîte. J'aurais utilisé ce mot-là. Il y a l'essence de cette rencontre. Il y a tout ce que tu voulais. Limite, quand ils ont fini, je me suis dit, ils s'arrêtent là. Je me dis, c'est audacieux de s'arrêter là, de pas développer plus. Et en même temps, j'ai envie de te dire, ah ouais, ça suffit en fait. J'ai pas besoin d'en voir plus pour l'instant là-dessus. Exactement. C'est pour ça que dans un sens, je vous disais que ça me faisait penser à Game of Thrones, ce principe de les actions sont amenées par les personnages en fait. Ouais, C'est c'est en ça ça. qu'on retrouve les parties bien écrites de Game of Thrones, pour le coup. Oui, Ah non, mais non. Ah, disons que là, le bouquin est fini. Oui. Facile. c'est plus facile, En effet. c'est sûr. Mais non, clairement, moi je trouve qu'on est sur une écriture qui cherche vraiment le plus possible à privilégier la compréhension de l'univers d'Herbert avant de vouloir raconter quelque chose d'épique ou de romanesque. Enfin, Bah, clairement, on pourrait s'arrêter aux premières minutes, on pourrait, je pense, avoir le même ressenti qu'ont pu avoir certaines personnes,
vous l'évoquiez tout à l'heure, mais je trouvais l'exemple plutôt bon, devant la prélogie de Star Wars, dans le sens, ça part et ça nous parle de l'Empire, de la politique. Voilà, ça pourrait se limiter à c'est de la politique. Mais ce qui est intéressant, c'est que la politique est extrêmement humanisée là, parce qu'on a constamment le regard de Leto qui est porté vraiment sur la politique et qui pour autant n'est jamais trop politisé. Oui. On a le regard de Paul qui au contraire à côté est très humain. On a le regard de Jessica qui elle est beaucoup plus mystique. On a le regard de Gurney et de Duncan qui sont eux très militaires et pour autant qui ont envie quand même d'aider les autres. Enfin, c'est très bien équilibré les points de vue et je trouve que c'est en partie ce qui fait la force de cette écriture, c'est que c'est presque une écriture de film choral. Dans le sens où on fait ressortir forcément Paul et Jessica parce que ce sont les deux personnages principaux, mais sinon, vous équilibrez tous les autres points de vue. Tous les personnages ont quasiment le même temps de parole, le même temps d'imposition à l'écran. Et là... je pense que Dune, dans les années 2000, ça n'aurait pas été possible. Ah non. Dune après Game of Thrones, c'est possible. Parce que là, t'es prêt à l'accepter, en fait. Que t'es un roman, t'es un monomythe, où t'as un personnage principal, mais on développe des trucs autour. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a même pas besoin de son Ben Kenobi, puisqu'il en a 4 ou 5. Qui font des trucs différents. Il a Gurney, qui lui apprennent chacun des trucs différents, et qui t'apprennent des trucs différents sur l'univers. T'as le soldat qui déteste presque tout le monde à côté, t'as l'aventurier roublard, quasiment Jack Sparrow sur les bords, t'as la mystique, comme tu l'as dit, t'as le père qui est un peu genre le leader politique naturel, un peu mais pas trop, tu vois. Enfin, il y a vraiment... t'as toutes les figures des personnages du monomythe, et ça c'est possible que parce qu'on a le grand public a digéré Game of Thrones. Donc tu peux maintenant lui présenter 10-15 personnages, bon j'exagère, 10 personnages, et dire ces gens-là vont être importants, les gens l'acceptent en fait. Tu vois. Et je sais pas si à 15-20 ans ça aurait été possible, et je pense que c'est une des choses qui font que Star Wars, la prélogie, a peut-être pas été super bien acceptée quand elle est sortie. C'est possible. Et pour autant, ça reste une écriture de cinéma, c'est important de le rappeler. C'est pas conçu comme une écriture de série, où une écriture de série peut se permettre de s'éparpiller. Et là, c'est clair et net que les trois auteurs, ils ont voulu équilibrer les points de vue pour ne pas perdre le spectateur, mais aussi pour renforcer l'impact de tout ce qui se passe à l'écran et surtout rendre clair tout ce qui se passe à l'écran. Parce que c'est encore bon de le rappeler, mais là, on est sur 300-400 pages d'un bouquin qui en fait 700. Donc, et c'est plutôt maîtrisé quand même, ça reste plutôt maîtrisé pour un film de 2h35 qui prend son temps. Et tu vois, ce qui me faisait peur aussi, c'est quand on tombe trop dans l'explicatif, dans le... Voilà, Dune, ça raconte ça, ça raconte ça, ça raconte ça. Et avec la présence notamment d'une énorme voix off dans le bouquin qui passe son temps à tout surexpliquer parce que c'est important dans un bouquin, parce qu'on ne peut pas le montrer. Et là, c'est pas le cas. Là, il y a quand même un récit, il y a quand même une chronologie, il y a quand même quelque chose, et en soi c'est pour ça que l'écriture est vraiment réussie, c'est qu'à la fois ça arrive à nous expliquer, les pistes, les personnages, les familles, les machins, les voilà. Et sans même te le faire, tu suis quand même une action, il y a quand même un déroulé qui est pas noyé dans ces explications, et du coup moi je trouve que les trois personnes qui ont écrit ont compris vraiment comment adapter un roman et comment bien l'adapter en fait. T'as une exposition qui est organique, tu la vis l'aventure, et il y a même des choses qui sont non dites mais qui sont tellement bien montrées que tu comprends sans qu'on te le dise. L'épice, certes, c'est une denrée rare et ça on te l'explique texto. Ce qu'on ne te dit pas vraiment, c'est que c'est quasiment de l'encens en fait. C'est ce produit mystique, c'est ce produit religieux en fait. Et on te le dit pas vraiment, et on te le montre. Oui. Et on te le montre. Mais de toute façon, ça on l'évoquera aussi dans la mise en scène, mais pour moi c'est la plus grande réussite de la mise en scène de Denis Villeneuve ici, c'est comprendre que le cinéma c'est montrer et non pas expliquer au spectateur. Et ça se ressent aussi dans l'écriture, comme tu disais. C'est une maîtrise absolue de cet état de fait, quoi. Oh oui. Ça c'est parfait de ce côté-là. Et c'est ce qui fait que ça marche. En termes de mise en scène, Denis Villeneuve, réalisateur dont on n'a plus vraiment besoin de parler de la carrière depuis qu'il a réalisé Incendie et surtout Prisoners, depuis il n'a fait qu'exploser. Denis Villeneuve impose une mise en scène qui, je pense, va devenir un modèle de création parce que clairement il a réussi à trouver une manière de concevoir la mise en scène. Et ici, c'est saisissant. C'est important de préciser, je trouve aussi, que la présence de Gray Fraser à la direction de la photographie, qui s'était donc occupé de la direction de la photographie de, au hasard, Rogue One ou aussi The Mandalorian, ça se ressent beaucoup, d'ailleurs. Clairement, la photo, elle est splendide. Enfin, je sais pas ce que vous avez à en dire, mais visuellement, le film est époustouflant. Et le montage aussi, j'avais très très peur parce que je déteste les montages incisifs à la Avengers, même si j'aime bien les films, voilà, les trucs épileptiques, et j'avais peur qu'il tombe là-dedans, puisqu'il y a beaucoup de choses à montrer. Et quand j'ai vu que le film prenait son temps, vraiment, j'étais dans le fauteuil, reconstitution, j'étais là genre... L'invitation au voyage. Il prend son temps, le montage sert vraiment, en fait, le propos que Denis Villeneuve veut montrer. Ouais, au-delà de ce qu'il veut dire. En fait, il y a en fait plus qu'une histoire,
plus que des personnages, il a une planète à montrer. Ouais. Limite, j'ai envie de te dire, les autres planètes sont sous-exploitées, mais Arrakis, c'est mon nouveau Tatooine, quoi. C'est limite mieux montré que Tatooine l'a été au cours des 6 films où elle a été... Parce que Arrakis, c'est une planète que Denis Villeneuve a vraiment envie de filmer comme étant hostile du début à la fin, et c'est ce qu'il cherche à faire en mettant vraiment en forme un immense désert dans lequel il n'y a vraiment pas un coin où tu es tranquille, quoi. Et c'est très très bien foutu là-dessus. Bon, allez, me lance dessus. Si je devais vraiment donner un point négatif à Dune, c'est le même défaut que j'avais à relever sur Blade Runner 2049, c'est que la mise en scène de Denis Villeneuve a beau être très belle, pour moi, il manque encore beaucoup d'émotion. Et c'est dommage parce que cette émotion, elle était présente dans Prisoners, par exemple, mais dès Sicario, elle a disparu. On l'a retrouvée dans Premier Contact, et bim, elle avait redisparu dès Blade Runner 2049. Et je trouve qu'ici, encore une fois, on ne la retrouve pas. Or, je dois l'avouer, et c'était rare, et ça m'est pas arrivé depuis très longtemps, il y avait des pages que j'étais en train de lire de Dune, il y avait des moments, je ressentais vraiment une émotion, il y a eu une scène qu'on voit pas dans le film, mais qui arrive plus tard, quand je l'ai lu, j'étais au bord des larmes. Parce que je la trouvais hyper impactante. Et je trouve qu'on n'arrive pas à ressentir ça dans la mise en scène de Denis Villeneuve au sein de Dune. On ne ressent pas l'émotionnel qui devrait se dégager de tout de même de nombreuses scènes qui sont parfois extrêmement impactantes. Je pense par exemple juste à la disparition d'un personnage. Elle est très bien montée. Mais je trouve qu'il manque cette petite pointe en plus qui ferait dégager une émotion supplémentaire et une vibration. C'est ce que je te disais, il y a un travail assez lisse. Ça enlève le côté rugueux et du coup le côté émotionnel qu'on peut avoir en fait. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Je pense que la direction, s'il y avait un point faible, pour moi, c'est pas forcément un point faible, mais c'est peut-être le point le moins fort, c'est la direction d'acteur. C'est-à-dire que quand les acteurs ont une présence, bah ça va pas poser de problème. Alors, pas de problème avec Timothée Chalamet, il joue pas mal, mais pour moi, c'est... On réserve ça pour le casting. D'accord. J'ai hâte que tu parles de Timothée Chalamet. Mais après, enfin voilà, pour moi, on va dire qu'il y a certains acteurs, on va pas forcément faire le détail, mais certains acteurs ont une présence qui fait que t'as pas besoin de leur dire plus. T'en as peut-être d'autres qui sont plus jeunes et qui vont avoir peut-être plus besoin peut-être qu'il y a un petit manque de direction d'acteur, ce qui fait que moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, parce que il y a des personnages, j'ai bien ressenti ce qu'ils voulaient me transmettre. Il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Après il y en a, ils ont pas beaucoup de présence, donc je leur pardonne, parce que quand t'as 10 minutes à tout casser, 3 lignes, c'est compliqué. À part j'ai l'air mystérieuse, bon écoute, elle fait ce qu'elle peut, quoi. Enfin je veux dire, Marc Hamill lui jettera pas la pierre. Oh non. Mais mis à part ça, c'est vrai que pour moi il y en a un dans le lot qui a moins de présence que tous les autres réunis, quoi. Et c'est embêtant parce que c'est sur lui que ça se repose, mais c'est vraiment léger, quoi. J'en ferai pas un... Mais pour autant, derrière, c'est compensé par une vraie maîtrise de tout ce qui doit être important à l'écran. Et Hugo le précisait, c'est important, le montage rend ça hyper impactant, parce que on a cette sensation de fluidité. Enfin, le film fait 2h35, on le sent qu'il fait 2h35, et pour autant, on n'a pas envie de se dire que ça devrait s'arrêter. On a cette fluidité, cette logique, cette continuité, cette avancée, qui fait que, en tant que spectateur, comme tu disais, c'est une invitation au voyage. Donc c'est hyper immersif, c'est très lancinant, c'est très suave. Et je pense, par contre, c'est un point, j'ai envie d'avertir les spectateurs là-dessus, si vous vous attendez à un blockbuster d'action qui bouge dans tous les sens, mais alors n'y allez vraiment pas comme ça. Ça fait tellement du bien. Parce que le film est suave, lent et prend son temps. Et dans ce temps, il trouve une denrée très rare qu'il y a de moins en moins à Hollywood, la place pour un auteur de laisser la caméra faire son travail. Et donc du coup derrière de faire en sorte qu'il y ait des outils qui soient bien utilisés. Des outils que David Lynch n'avait pas forcément réussi à cerner parce qu'il avait peur de Frank Herbert. Et il avait peur d'oublier des détails. Denis Villeneuve, il s'en fout. Il veut prendre son temps. Là où David Lynch a fait un film de 2h16 qui brasse 700 pages, Denis Villeneuve fait un film de 2h35 qui brasse 400 pages du premier tome. Oui, puis David Lynch fait du David Lynch en parlant de Dune. Denis Villeneuve montre Dune. Comme je disais au début, il sert Dune. Il sert vraiment Dune. Même s'il y a quand même une patte de Denis Villeneuve. Très clairement, au niveau de la photographie, et on a retrouvé du Premier Contact, quoi. Ah bah clairement, du Premier Contact dans le design des vaisseaux, dans la manière avec laquelle il filme les décors d'ailleurs de la ville de Caladan, enfin de la planète Caladan, quand il filme Caladan. Moi j'ai vraiment la photographie de Premier Contact qui me revient en tête. Quand je vois la planète Dune, j'ai des images de Sicario qui me reviennent en tête. Il y a clairement la patte de Denis Villeneuve dans ce film. S'il y a quelqu'un demain qui vient me voir et qui me dit ouais, bof, quand même, Denis Villeneuve il s'est un peu effacé, j'ai envie de lui dire t'es sûr que t'as vu les films de Denis Villeneuve parce que quand même... Puis il a cette capacité, comme on disait tout à l'heure, show, don't tell. Et par exemple, ces scènes où d'un coup, tu sens les mecs qui sont un peu genre
les vagabonds du désert, puis d'un coup ils sont en mode putain, un vieux silence qui s'installe. Celle-là, elle est géniale. Ils disparaissent. En fait, ils étaient en train de préparer leur café. En fait, la scène te raconte une histoire qui est une petite histoire dans la grande histoire. C'est tellement bien fait que tu vois que c'est des genres de ninja des sables et que en fait le truc de café, t'as l'impression que c'est devenu une ruine dans le sable et ça raconte une autre histoire, tu vois, en même temps. Il y a une scène au début du film qui m'a beaucoup impacté dans le même genre, tu vois, c'est la scène où tu as les Atreides qui reçoent les messagers de l'empereur et où tu as une Bene Gesserit qui est là pour un petit peu faire le véhicule entre la Bene Gesserit en chef et l'empereur. Et c'est une scène qui est très simple parce que c'est une scène où la Bene Gesserit comprend que Jessica n'a pas eu une fille mais a eu un fils, chose qui lui était interdite. Et dans le bouquin, c'est vraiment très explicatif, c'est-à-dire on entend la voix de Jessica qui nous dit je vais me faire gauler, etc. Et là, tout se fait par le visage et par la mise en scène. Et j'ai trouvé cette scène très simple. Ouais. Et même pas de phrase. Il n'y a même pas une phrase. Elle lui dit. Non, il n'y a pas de phrase à ce moment-là. Il n'y a aucune phrase. Il y a juste des jeux de regard entre Jessica, Paul et la Bene Gesserit. C'est tout. Ah oui, c'est après qu'il lui dit. Et après, ensuite, une fois que la Bene Gesserit en chef est là, on comprend. Mais sinon, avant, on ne comprend pas. Et je trouve ça très intelligent d'avoir réussi à greffer vraiment du visuel, là où dans le bouquin, c'est vraiment très explicatif. Il va tellement loin là-dedans, d'ailleurs, qu'il y a des moments de dialogue où les personnages ne parlent pas, s'expriment autrement que par le dialogue verbal, au moment où ils parlent en langage des signes. C'est hyper intelligent, ça. Le langage des signes, le jeu avec les langues, etc. C'est hyper bien foutu. Le docteur qui parle en langue asiatique. Et en fait, tu sens qu'ils sont tous polyglottes et qu'il y a un code. Encore une fois, show don't tell. C'est-à-dire que comment tu sais qu'ils ont un petit langage au cas où qu'ils soient écoutés, ils commencent à parler en... Faut te le montrer, faut pas le dire. Faut pas le dire. Et aussi, c'est important de le préciser, je trouve que le film est une vraie expérience sensorielle. Oui. On n'en a pas encore parlé, mais la bande originale de Hans Zimmer, combinée à la mise en scène de Denis Villeneuve, ça fait vraiment un espèce de tout. Ça rappelle beaucoup le travail qu'ils avaient fait sur Blade Runner 2049. Le côté hyper expérience sensorielle où tu peux mettre la BO du film à côté et tu vas te laisser emporter quand même dans les images, où tu vas avoir les images qui vont parler d'elles-mêmes et les deux couplés ensemble. Ça souffle. Hein. Ah, mais il y a des moments où j'avais... Par contre, après, vous allez apprécier le silence, parce que c'est quand même... C'est impactant. Limite, j'avais l'odeur, j'avais le bruit, j'avais tout. Il y avait tout. Et ouais, la musique... Alors, c'est vrai qu'à un certain moment, je me suis dit, les gars, la musique, c'est bien. On sait quand Zimmer fait un super boulot. Mais... calme quand même, un peu de silence, les gars. Mais ils le font parfois. Il y a notamment une scène de combat au couteau. Exactement. C'est-à-dire que tu sais que le calme avant la tempête. C'est-à-dire que tu as une ambiance sonore qui peut être assez prenante et selon l'endroit et la situation où on se trouve, c'est pas forcément la même. D'ailleurs, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, il a un sound design qui est différent et limite, c'est pas entre guillemets, c'est pas une insulte, mais c'est pas forcément de la musique, tu vois, c'est plus de l'ambiance, quoi. Selon la culture des gens qui sont présents. Et d'un coup, c'est ce que pouvait faire beaucoup Johan Johansson sur les premiers films sur lesquels il collaborait avec Denis Villeneuve. Sur Prisoners et sur Sicario, il y avait vraiment ça. C'était pas une bande originale de film classique, c'était vraiment un côté très tribal, très sensoriel, très intuitif, guidé par l'image. Et je pense que Hans Zimmer a eu pour directive de retrouver un petit peu ça au travers de sa mise en scène. Je pense que Hans Zimmer, déjà, comme je te disais, a retrouvé un petit peu l'esprit qu'il avait pu avoir pour Gladiator. C'est ce que tu m'avais cité au niveau de l'ambiance. Et très clairement, je pense qu'il s'est inspiré du travail qui a été fait sur Akira. C'est possible. C'est vrai qu'il y a pas mal de morceaux qui font penser à ça, ouais. Oh putain. Ok. Mais Hans Zimmer, c'est dingue qu'il arrive à se renouveler alors qu'à une époque, on disait qu'il était un peu mort. La suite d'Inception, on l'a quand même un peu engueulé. Pas forcément qu'il était mort, mais qu'il arrive à faire des trucs tellement différents. Ouais. Il est tellement créatif comme mec. Enfin, tu vas écouter Interstellar, Gladiator et Broken Arrow et le Roi Lion et les premiers Missions Impossibles aussi, si on veut et le Roi Lion. Et derrière, il te sort un nouveau truc qu'il a quasiment jamais qui est tribal, très oriental. Non mais j'étais là, putain, mais merci. Encore une fois, c'est comme Denis Villeneuve, c'est un homme. Tu lui donnes un univers, il va s'adapter, il va faire vivre l'univers par son talent. Et c'est pas son talent qui va vampiriser ce qu'il est censé te montrer, tu vois. Oh non. T'entends pas du Hans Zimmer, t'entends du... T'entends Dune. T'entends la bande, t'entends l'univers de Dune porté par Hans Zimmer. Tu entends un petit peu. Il te vend un Dune, mais derrière tu as une signature, si tu veux. C'est comme un tableau, t'as la signature. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a d'autres gens où tu vas entendre que c'est eux. Et après, tu vas te dire, ça va bien. Je pense directement à John Williams, quoi. John Williams, t'entends du John Williams, même si c'est... Tu vois l'orchestre et John Williams dans le fond qui font un truc. C'est carrément ça. Oui, c'est ça. En termes de casting, alors on va faire simple parce que si on doit embrasser tout le casting, ça va être compliqué. Je vais vous demander à chacun quel est l'interprète que vous avez le plus aimé et qui vous a le plus convaincu dans le film.
tout simplement. FX. Est-ce que Waouh, t'en as waouh, un que t'as waouh, envie de waouh, retenir en waouh, particulier? Mais genre un Un qui t'a... seul. Ouais, Putain, t'es un. vache. Mais non, mais ensuite Trois. on parlera des autres. Non, mais ensuite on parlera des autres. Mais un, si vous deviez en retirer un. Moi personnellement, c'est Oscar Isaac. Oscar Isaac que j'ai vraiment trouvé excellent dans le film. Vraiment, mais parfait du début à la fin. Je l'ai trouvé imposant et je l'ai trouvé très juste dans le rôle de Leto. Je trouve qu'il porte magnifiquement bien le personnage et il arrive à créer une ambiguïté tout en étant simple et en étant très émouvant aussi. Bah, alors, je vais prendre le parti d'être iconoclaste. Je vais dire Chalamet quand même. Pourquoi? Certes, pour moi, c'est peut-être celui qui a le moins d'expérience dans le lot, mais c'est celui, il vit quand même le personnage, tu vois, voilà. Maintenant, j'ai envie qu'il explose. Et en fait, le personnage de Paul Atreides va exploser. Et puis va il a devenir déjà un bien peu plus. explosé. Oui, Chalamet, dans le film. hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que En termes de carrière, moi j'entends oui, Timothée non, Chalamet. oui, il a quand même je déjà parle en bien termes de explosé. carrière, mais il est encore jeune, quoi. Ça se Ouais, sent, quoi. Tu vois, bah genre, oui. c'est pas Isaac, tu vois. Oscar Oui, Isaac, niveau il de a même au niveau de la gueule et tout. au niveau de la présence, Mm. un Oscar Isaac, il fait encore jeune premier, Chalamet. Ouais, Et en je vois fait, ce que tu veux mais dire. je pense que si tu couples un Chalamet avec justement Paul Atreides qui part en fait de ce jeune plein de questions et qui veut bien faire à ce qu'il sera par la suite, bah en fait Chalamet il peut incarner ce monomythe là. Ouais. Et s'il le fait, Non, c'est un bon ça peut choix, être en fait. grandiose. Mm. Donc en vrai, j'ai beaucoup d'espoir pour lui, mais il y a un vrai danger, c'est qu'il n'y arrive pas. Ouais. Mais Oui, il faut encore qu'il une fois, transforme, et c'est justement pour ça que la question de la direction d'acteur, c'est là où je me dis c'est peut-être le point le plus faible, c'est-à-dire que avec un bon réalisateur, enfin non, j'ai pas dit ça. Avec quelqu'un peut-être bon plus directeur spécialisé, d'acteur. un bon directeur d'acteur, peut-être qu'il aurait pu travailler plus ou je ne sais pas, je ne saurais pas le dire. Peut-être qu'il aurait pu être mieux. Ou peut-être qu'il a juste besoin d'engranger de l'expérience et que la suite, the best is yet to come, peut-être, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, Exactement, et si peut-être. c'est ça, il pourra faire un grand Paul Atreides. Et Vous ben, allez j'allais dire aussi Timothée Chalamet. Ah, d'accord. Parce Donc, que, Timothée Chalamet. Je l'avais vu dans peu de films, mais j'avais beaucoup aimé ses interprétations de bourgeois, boubou, machin. J'aime bien. Bah alors là t'es bien là. Et- t'es posé. Et là, bah justement, j'avais peur que ça soit trop là-dedans, en fait. Qu'il soit trop dans. Alors, je l'ai vu dans 2 films où vraiment il m'a marqué, même s'il a des tout petits rôles. C'est dans Lady Bird et dans Les Filles du Docteur March. Ouais, où il a un peu le même type de personnage Voilà. en plus, et c'est la même réalisatrice. Et C'est Greta Gerwig, la j'avais- réalisatrice. J'avais peur qu'il soit encore dans ce rôle-là. Et il y a toute une partie du film où il l'est, mais parce que ça correspond au personnage. C'est ça, À partir du moment où il est dans la tente avec sa mère, ça change. là, ça change et j'ai fait, c'est bon. Il a eu le déclic que je voulais qu'il ait. Je voulais qu'il ait ce moment de, regardez, je fais pas que du Timothée Chalamet. Et du coup, j'en attendais beaucoup parce que j'aime bien cet acteur, mais il fallait qu'il justifie de pouvoir jouer dans Dune et de réussir à incarner un personnage aussi important dans un film aussi important. Tout à fait. Et je pense qu'il commence à y arriver. Après, voilà, à voir par la suite. La promesse est Effectivement. belle en tout cas. En tout cas, voilà. Moi, ça me donne de l'espoir. Ouais. Même si c'est dur de choisir qu'un seul. Ouais, personnage, parce que derrière, il y a Zendaya, il y a Rebecca Ferguson, il y a Josh Rebecca Brolin, Ferguson, il y a très Jason bien. Momoa, il y a Stellan Skarsgård, il y a Dave Bautista, il y a Javier Bardem. Enfin, le casting est phénoménal dans tous les cas. Moi, personnellement, je vois pas un interprète qui soit vraiment à côté de la plaque ou qui soit pas bon dans ce film. Enfin, c'est l'avantage aussi de Denis Villeneuve, c'est qu'il arrive à porter des acteurs et vraiment à faire en sorte de En les, tout cas, le de choix est les lancer parfait. dans la meilleure Alors, direction Jason possible. Momoa dans ce rôle-là, oui. Peut-être T'as un petit peu trop cliché pour certains. Enfin, je pense. C'est des personnes, c'est des archétypes. Donc c'est normal qu'ils soient un C'est petit ça. peu clichés dans un sens. Et ça peut peut-être en rebuter certains d'ailleurs au niveau du film. Moi, c'est pas le cas. Mais Josh Brolin qui fait le méchant militaire et Jason Momoa qui fait le gentil militaire. Oui, ça c'est Là, convenu. j'avais envie de dire, les gars, bravo. Belle originalité. On n'a Oui, jamais vu ça. Après, Josh Brolin, il avait déjà tourné avec Denis Villeneuve, donc moi Oui, ça me oui, semblait oui. cohérent comme choix. Jason Non, non. Momoa, je trouvais qu'il épousait plutôt bien le personnage de Ah oui, Monica mais en fait, Bellucci. le truc, mais C'est pour ça aussi, ils sont fait pas mis en difficulté, quoi. Ouais, non, non. Enfin, comment il s'appelle, C'est sans Momoa, surprise. c'est quasiment le même rôle de ce genre de tracker qui peut être dans la nature tout seul pendant 3 semaines Exactement. et revenir après avec. Ouais, qui porte très facilement, que ce soit dans Oui. la série C ou dans Sweet Girl dernièrement sur Netflix, il l'avait Oui. aussi. Moi, je tiens quand même à saluer la performance de Stellan Skarsgård, qui a quand même une Ouais. putain de voix dans le film, qui porte vraiment bien son perso et qui réussit vraiment à l'emmener dans une espèce d'iconicité machiavélique qui est extrêmement putassière. On parle du baron. Il est Le baron, extrêmement classe. il y a un beau travail autour d'un personnage qui a 3 lignes dans ce film-là, alors que déjà, rien que dans le roman,
Il parle beaucoup plus, Ah, il a beaucoup plus de présence au début en tout cas. Et en fait, justement, ils ont réussi à l'iconiciser. Alors après, il n'a pas encore assez de présence. Sans trop appuyer d'ailleurs les détails un peu houleux que David Lynch avait absolument voulu mettre en relief, son côté amateur de petits garçons, etc., qui pouvait être un petit peu too much. Là, je trouve que c'est bien que Denis Villeneuve l'ait pas encore mis en relief parce que le personnage n'a pas besoin de ça pour être machiavélique et il se préfère se concentrer sur vraiment la présence unique à l'écran de Stellan Skarsgård. En fait. Le C'est ça. visage suffit. Oui, exactement. Ah, il y a un petit côté Dark Vador pour moi en fait. Ou on prend un mélange des deux, mais cette présence de grand vilain là quand il est dans son bain et tout. Enfin, tu dis. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Il y a un côté du monstre un peu. Il y a deux monstres. Monstre difforme. Il y a le baron et il y a le vert quoi. Mais en tout cas, voilà, pour dire, même si les personnages peuvent faire un peu cliché, au final c'est tellement bien écrit. Oui. Et les personnages et les dialogues sont tellement bien écrits qu'au final, ça va. Ça passe. Tout à fait. Mais je me dis, il y aurait eu des mauvais dialogues ou une mauvaise écriture, ça se serait pété ça la serait gueule. senti tout de suite, ouais, je suis d'accord. Encore une fois, c'est l'écriture qui fait que ce qui pourrait être branlant est d'une solidité exemplaire. Ouais. Exactement. Parce que c'est Dune. C'est Dune. Bon, on arrive à la fin de cette critique de Dune, justement. Qu'est-ce que vous en retenez, messieurs? Je crois que j'avais d'abord demandé à Hugo de donner son avis sur le film. Je vais commencer par toi, FX. Qu'est-ce que tu en retiens, du coup, de Dune? Le voyage. Cette initiation de Paul, qui est là aussi la nôtre sur Arrakis, on a gratté que la surface. Et vivement la suite. Je veux revenir. C'est bien dit. Hugo? Eh ben, l'épice. C'est ce côté piquant et à la fois très doux. Et non, vraiment, ce film est... Je vais le revoir, je veux le revoir là, maintenant, tout de suite. Mettez-moi dans un cinéma et remontrez-le moi. Vraiment, je l'ai trouvé, mais ça fait du bien. Un film de SF comme ça fait vraiment du bien. Et je dis merci à Denis Villeneuve pour tout ce qu'il apporte depuis 2010, on va dire. Depuis Incendie. Le film qu'il a fait avant ou après sur la tuerie Polytechnique. Ouais. Depuis Polytechnique, c'est vrai, depuis Polytechnique. Merci, mais pour ce qu'il apporte au cinéma, parce que ça fait tellement du bien. Et là, Dune, je suis content de l'avoir vu il au parle cinéma. français, peut-être qu'il t'entendra. Oui. Oui. Merci beaucoup, j'aime beaucoup le cinéma. Je ne vais faire qu'appuyer ce que vous avez dit, c'est une œuvre ambitieuse, qui a tout de même quelques défauts, je l'ai évoqué, c'est important de le dire. Pour autant, ces défauts n'entachent jamais une imagerie, une puissance cinématographique, une envie, une passion pour l'univers d'Herbert, qui est toujours présente à l'écran et qui ne disparaît jamais. C'est vraiment un film fait par un auteur qui a envie de se mettre au service d'un autre auteur sans pour autant délaisser sa propre patte personnelle. C'est un film ambitieux, démesuré, qui peut-être ne conviendra pas à tout le monde parce qu'on en attendra les attentes classiques d'un blockbuster, là où c'est un blockbuster qui a d'autres envies, d'autres passions, d'autres choses à nous montrer. Donc il faut juste partir comme ça. Et je pense que, comme le disait si bien FX, le voyage de Dune de Denis Villeneuve devrait vous convaincre. Vraiment. J'espère que ça vous convaincra, parce que si c'est pas le cas, on est dans la merde pour pas avoir de suite, quoi. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Moi je veux mon cinéma et ma science-fiction avec une majuscule au début, quoi. Oui, je suis d'accord. Merci messieurs. On se donne rendez-vous pour Dune partie 2. Ah bah oui, bien évidemment. On espère revenir avant quand même. Ah bah oui, vous reviendrez avant, chacun de votre côté ou pour d'autres films, mais en tout cas, vous êtes notés pour Dune partie 2, ça c'est indéniable. Et Matrix 4 ? Et Matrix peut-être. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ciao. Salut. Et à la fin, il arrive à pécho Zendaya. Et comme dirait Stilgar dans le film, j'adore l'eau. En 20 ans, il n'y en aura plus. Et avant, il te crache à la gueule. D'ailleurs, c'est sympa. ils sont en 10 000 ans, ils sont en 10 196, donc il reste encore de l'eau. Donc Jean-Claude Van Damme avait tort, du coup. Alors attends, non, techniquement, il reste pas de l'eau, il reste de la sueur. C'est pas la même chose, mon gars.